Bienvenue dans Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives. Ici, on part à la rencontre de créatifs, mais surtout de leur esprit d'entrepreneur. Si certains sortent d'écoles de commerce, d'autres viennent de filières beaucoup moins attendues, comme le projet Overtone, des scientifiques issus de la recherche qui se sont convertis en entrepreneurs. Mais pourquoi ont-ils décidé de changer de direction ? Et surtout comment ? C'est ce que j'ai décidé de découvrir en allant à la rencontre de Joëlle Tillman, la co-créatrice et CEO d'Overtone depuis 2016. C'est à la Maison du Design de Mons que je l'ai rejointe. Elle m'accueille, me fait visiter les bureaux et me présente l'équipe. Ils ont commencé à 2, Joëlle et Nicolas, et ils sont désormais 4. On est des designers d'installations magiques et immersives. Donc on fait des installations tangibles où on essaie d'émerveiller les gens, de faire vivre des expériences, essentiellement pour les musées. Joëlle, c'est une véritable passionnée. Elle est ingénieure en électricité. Elle a fait de la recherche pendant 10 ans en analyse et en synthèse du mouvement. Et puis, elle est passée du côté entrepreneur de la force, avec Nicolas D'Alessandro, son collègue et co-créateur d'Overtone. Tout ce travail dans la recherche, c'est plutôt publication d'articles scientifiques, etc. Mais on n'arrive jamais à la concrétisation de faire quelque chose de fini qu'on met entre les mains du public. Et on avait vraiment envie, en voyant toutes ces technologies qu'on avait pu rencontrer ou avec lesquelles on avait pu travailler, de pouvoir en faire des choses qui étaient entre les mains du public. Et donc, Nicolas D'Alessandro, lui, dans sa thèse, il avait travaillé sur une tablette qui chante, qui s'appelle N-Sketch, donc aussi bien sur le côté synthèse de voix chantée, le côté expressif du contrôle du mouvement. Et donc, l'idée au départ, c'était de commercialiser cette tablette qui chante comme un instrument de musique numérique. Et donc, il m'a proposé de fonder la boîte à 2. C'était l'idée de départ. Ils se lancent donc à 2 avec des idées créatives plein la tête, mais un business model pas tout à fait abouti. Et on le sait déjà, une idée géniale sans colonne vertébrale ou une colonne vertébrale sans idée géniale, ça marche pas. Mais malgré un business model perfectible, ils trouvent un public, les musées. Ces piliers de la culture sont avides de renouveler l'expérience parfois poussiéreuse de leurs visiteurs. Le Pass de Frameries est un des premiers à déceler le potentiel d'Overtone en leur confiant la réalisation d'une expérience visuelle et sensorielle pour son public. C'est la synergie de la baleine qui embarque le petit poisson sur son dos pour un beau voyage. Depuis l'installation au Pass, on a fait des installations un petit peu partout, essentiellement en Belgique, mais aussi en France. Ce qu'on fait, c'est beaucoup de la médiation et donc c'est casser un peu aussi le côté froid des écrans tactiles. Où voilà, on a tout un GSM, on passe un nombre abominable d'heures dessus, donc les écrans tactiles, on connaît, on n'est même plus surpris, on n'est même plus, ça devient difficile d'être émerveillé par ça. Par contre, quand on a des matières plus chaudes comme le bois ou des supports qui sont différents et qui n'ont pas l'air technologiques et que tout d'un coup ils se mettent à réagir, alors là c'est magique. Et on fait vraiment tout du début jusqu'à la fin, et puis les contenus aussi sont créés forcément à chaque fois sur mesure. Il peut y avoir du son, il peut ne pas en avoir, des vidéoprojections, ça dépend vraiment fort du projet. Cet intérêt des musées pour les industries créatives et les nouvelles technologies n'est en réalité pas une surprise. C'est une véritable tendance, comme nous l'explique Clio Brzakala, directrice de Wallonie Design. Parmi les observations qu'on a pu établir au travers de ces différentes années où nous avons pu accompagner des industries créatives, on a vraiment constaté qu'à de nombreuses reprises, les industries créatives cherchent à travailler de manière transdisciplinaire avec d'autres industries créatives. Et vraiment, et c'est pas parce qu'on est Wallonie Design, mais le secteur du design et le secteur du numérique ont vraiment souvent été sollicités dans le cadre des projets des industries créatives pour venir amplifier et concrétiser les différents projets qu'on soutenait. Mais Overtone rencontre une nouvelle difficulté. S'ils sont comme des poissons dans l'eau derrière leur ordinateur, le marketing et la vente, eux, leur paraissent inaccessibles. Et puis, c'est compliqué de vendre une création d'expérience. Ils ne pouvaient pas glisser dans leur poche le champ des machines, créé pour le Pass, qui fait 15 mètres carrés. Ils ont besoin d'un coup de pouce, d'une solution qui débloque leur processus de vente. C'est alors qu'ils découvrent Boost Up. Et donc, on a vraiment présenté le concept de ce monumental touch, cette idée de rendre des surfaces qui ne sont pas à la base tactiles, travailler sur du bois, des choses comme ça. Et donc, on a postulé à Boost Up
pour justement pouvoir financer un démo kit, quelque chose qu'on pouvait montrer. Et grâce à ça, nous, on peut montrer ce qu'on est capable de faire. Overtone peut enfin offrir un échantillon de ses expériences utilisateurs à de potentiels clients. Et il n'en faut pas plus pour les convaincre. L'argument de vente est direct et sans détour. Dans les musées, si on arrive à proposer des choses interactives, le fait que les visiteurs deviennent acteurs de l'expérience, ils vont retenir beaucoup plus de choses que si c'est quelque chose qui est passif du début à la fin. Et pour nous, ça se vérifie aussi sur le stand. C'est-à-dire si les gens pouvaient être acteurs de l'expérience et toucher et voir ce qu'on faisait, c'est pas du tout la même chose que de leur montrer une vidéo d'une installation qu'on a réalisée ailleurs. Si Overtone n'a plus rien à apprendre des technologies, c'est carrément eux qui les inventent, ils sont dans une courbe d'apprentissage de l'entrepreneuriat. Les règles du jeu, les enjeux, les forces et les faiblesses, mais aussi le langage. Au début, on ne savait pas très bien quel mot utiliser. On a dû apprendre aussi quel était le vocabulaire qui parlait aux gens des musées notamment, parce qu'il y a des mots qu'on peut utiliser dans la recherche. On a l'impression que les gens allaient comprendre, et en fait, on parlait en charabia pour eux. Donc, vraiment pouvoir s'adapter aux gens avec lesquels on discutait, partir de choses qu'ils connaissaient. Donc, essayer de trouver des mots sur lesquels les gens accrochaient et qui leur évoquaient quelque chose. On a dû aussi un peu lâcher le côté technologique, peut-être sur lequel on s'accrochait fort au début. Et pour établir leur communication avec leurs clients, Joël et Nicolas comprennent quelque chose de très très important. Ils sont fiers de leur technologie et c'est ce qu'ils défendent corps et âme. Mais en prenant un peu de recul, ils réalisent que ce n'est pas ce qu'ils doivent vendre. La technologie n'intéresse pas leurs clients. C'est un moyen, pas une fin en soi. Ce qu'ils vendent, ce que leurs clients veulent, ce sont des émotions. Parce que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est créer l'émotion, faire vivre des choses. Et donc, le fait d'arriver avec les technologies, c'était pas intéressant. C'était même pas ça qu'on voulait mettre en avant. Et donc, vraiment, d'arriver à faire abstraction de ce côté vraiment comment on fait les choses et de présenter plutôt, voilà, on est des designers d'expériences interactives. Déjà, rien de trouver des mots comme expérience, comme créer l'émotion, c'est vraiment, voilà, quand on vient de la recherche, ça n'arrive pas naturellement. Ils se sont donc créés un vocabulaire articulé, évocateur, inspirant. Et c'est important quand on communique avec un client. Ce processus, comme elle le souligne, n'est pas une évidence. Il demande de l'analyse et de la remise en question, et de se détacher de ce qui est important pour nous, pour se concentrer sur la cible. C'est la confrontation rapide avec les clients qui leur a permis d'ajuster leur projet, de le faire évoluer au contact des réalités. C'est ce passage à l'action qui leur a permis d'apprendre vite et bien. Une des choses qu'on a appris, c'est peut-être de laisser le côté théorique de côté. Alors, tous les business models, etc., c'est bien. Il faut quand même réfléchir un peu à combien de choses on devrait vendre pour être viable, etc. Mais nous, ce qui nous a vraiment aidé, c'est le plus vite possible d'essayer de faire quelque chose et de le vendre quelque chose, parce qu'il n'y a aucun retour qui ne vaudra celui-là, d'aller trouver un client potentiel et dire voilà ce que j'ai, je vous le vends autant, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc ça marche pas, on dit ok, il va falloir trouver autre chose, ou qu'est-ce qu'il faudrait essayer vraiment d'aller à la rencontre des besoins des gens, parce que sinon, on peut vite passer son temps à chercher soi-même des réponses, à tomber un peu amoureux de son produit en disant ce concept est tellement génial, puisque moi je le trouve tellement fantastique. Forcément, quand je l'aurai développé, poli et qui sera brillant, magnifique, packagé, les gens vont se ruer pour l'acheter. C'est malheureusement pas comme ça que ça se passe la plupart du temps, et donc essayer très très vite de réfléchir de voilà. Qu'est-ce que je vais faire, à qui est-ce que je vais le vendre, essayer d'avoir quelque chose et de le confronter vraiment avec les gens qui doivent l'utiliser. Parce que ça, c'est encore des choses dont on se rend compte maintenant, hein, ne pas négliger la phase de test, parce que tout ce qu'on a imaginé, quand on le met dans le main des gens, parfois ils l'utilisent pas comme on a pensé, et voilà, et on a envie de leur dire, mais si, c'est pourtant évident. On dit, non, s'ils le comprennent pas directement, c'est que c'était pas évident, et c'est nous qui devons nous remettre en question et pas se dire, et pas remettre les clients ou les visiteurs en question, ce qui est pas toujours évident, parce que parfois c'est un peu vexant. Attendre d'avoir créé le produit avant de se lancer, c'est un syndrome que rencontrent beaucoup de jeunes entrepreneurs et qui mène trop souvent à l'échec. Comme le souligne Michel Tombroff, ex-CEO de Soft Kinetic et chairman de Muse Labs. C'est le syndrome de vouloir trop bien faire. Hein. On n'ose pas mettre son produit sur le marché tant qu'on n'a pas vérifié, blindé, etc.
Ça, c'est une grande erreur. Et donc, mais depuis déjà maintenant quelques années, il y a énormément de techniques qui permettent d'ajuster cela, en présentant le produit à des petites cohortes d'utilisateurs, en l'ajustant au fur et à mesure, etc. Mais ça, c'est une grande erreur. Oui, la deuxième erreur importante, c'est de s'engager dans des projets uniquement parce qu'ils représentent du chiffre d'affaires, mais qui dévient de la ligne qu'on s'est donnée. Ça, c'est une tentation immense que tous les entrepreneurs ont. On travaille sur un projet pour tel domaine, tel marché, tel produit, tel utilisateur, et puis tout d'un coup, à gauche arrive ou à droite arrive un client, un partenaire, et qui veut vous faire dévier. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, mais là, il faut résister à cette tentation, le temps d'évaluer vraiment si c'est la bonne décision. Et j'ai vu beaucoup de projets qui se plantent à cause de ça. Le point fort d'Overtone, c'est sans aucun doute sa maîtrise de la technologie mise au service d'un client et de sa vision. Finalement, leur source d'inspiration, leur point de départ, c'est toujours lui. Cette approche centrée sur l'utilisateur est sans doute ce qui les distingue de la concurrence. Il y a un peu toujours aussi parfois ce fantasme dans la recherche de dire oh, j'ai développé quelque chose de génial, c'est tellement génial que j'ai plus qu'à sortir et les gens vont l'acheter parce que voilà, c'est fantastique. Et après, on se rend compte qu'en fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et peut-être que c'est génial, mais c'est pas pour ça que ça va se vendre. C'est pas parce que c'est génial qu'il y a une demande non plus. Entre ce que ça a coûté ou ce que ça coûte de maintenir une entreprise et le prix qu'on peut avoir pour les choses, ça ne s'ajuste pas toujours comme on le voudrait. Et donc, c'est un peu différent. On parle vraiment de l'expérience qu'on veut faire vivre. Et on sait que la technologie et la maîtrise qu'on a de la technologie va nous permettre de rendre ça magique et d'arriver au résultat. Et donc, on aime bien un peu les prises de risques. Pas toujours exactement comment on va le faire, mais on finit toujours bien par trouver un moyen de le faire. Mais c'est vraiment pas un produit qu'on a développé où on a toujours la même technologie. La technologie et l'entrepreneuriat, pour eux, c'est un moyen de créer. Parce que l'important, c'est inventer et innover. Un des plus gros nœuds du développement d'un projet tient en quelques mots. Se différencier, se spécialiser, trouver son message et ses valeurs, savoir qui l'on est, ce que l'on a à offrir et s'y tenir. Overtone a su relever le défi, non sans difficulté, mais avec conviction. En se confrontant tout de suite avec la réalité, mais aussi en se remettant en question pour se recentrer sur ses clients. Un véritable exemple pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure des industries créatives. Vous venez d'écouter Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives, sur une idée originale de Wallonie Design et Start Invest, produit et réalisé par le studio Les Visions, avec le soutien de la Wallonie. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur vos applications podcast et sur les réseaux de Wallonie Design et Start Invest.